Le château de Roménil a été construit donc en 1750 pour Louis-Auguste de Bourbon, prince de Dombes. Le prince de Dombes étant le petit-fils de Louis XIV et de la marquise de Montespan. Le château sert de rendez-vous de chasse au prince de Dombes à partir de 1750, date de sa fin de construction. Le prince de Dombes achète tout Roménil en 1748 et auparavant il avait la ferme de la Motte à Sept-Noël qui lui servait de rendez-vous de chasse. Et Roménil va lui permettre de construire un château plus conséquent où il vient chasser régulièrement, étant propriétaire du comté d'Eu et du duché d'Aumale depuis la mort de son père en 1736 et propriétaire naturellement du château d'Eu. Le prince de Dombes vient chasser régulièrement ici. Malheureusement, il ne va pas se servir longtemps de son rendez-vous de chasse puisque date de création du château 1750, date de sa mort le 1er octobre 1755. Donc à partir de cette date, le château passe son héritage à Louis-Charles de Bourbon, comte d'Eu, son frère, puis à Louis XV, à Louis XVI, et par un jeu complexe d'héritage et de tractation au duc de Penthièvre, le duc de Penthièvre étant le dernier prince royal propriétaire du château de Roménil. C'est lui qui va le vendre aux Libaude, monsieur et madame Libaude, qui sont les premiers maîtres verriers qui vont créer la verrerie de Roménil au mois de mars 1778. À partir du mois de mars 1778, le château est la résidence des maîtres verriers et monsieur et madame Libaude exploitent la verrerie de Roménil qu'ils ont créée. Auparavant, ils travaillaient à la verrerie du Val d'Anois, tout près d'ici, à 3 km d'ici, en association avec monsieur de Bongard de Roquigny, les deux Bongard étant une des 4 grandes familles verrières normandes. Petit à petit, au fil des années, l'évolution va se faire vers de la production de gobeletterie et on va arriver à la fabrication des flaconnages de parfums de luxe pour les grands parfumeurs parisiens. Monsieur Libaude meurt en 1779, juste une année après la création de la verrerie, et c'est madame Libaude, son épouse, qui va mener d'une main de fer la verrerie de Roménil pendant 45 années jusqu'à sa mort en 1823. Madame Libaude va devoir, au moment de la Révolution, louer même sa verrerie à des gens connus, puisque dans ces personnes qui vont exploiter la verrerie, il y a Casimir Périer et son frère Scipion Périer. Madame Libaude reçoit ici le roi Louis-Philippe à plusieurs reprises et est très amie avec la duchesse douairière d'Orléans. Nous sommes ici sur le site de la Bonne Entente. Louis-Philippe était un roi très original par rapport à ses prédécesseurs parce que ce n'était pas un roi chasseur. D'ailleurs, on trouve une mention de cette particularité dans les Choses vues de Victor Hugo. Parlant de Louis-Philippe, il disait que c'était un roi incorruptible aux sacristains, aux valets de chiens et aux danseuses. Et donc le fait qu'il ne soit pas chasseur, peut-être ça explique qu'il ait une vision, on pourrait dire, plus touristique de la forêt et une pratique, on pourrait dire, bourgeoise, parce qu'il aimait bien se promener en forêt. Il y allait en calèche, donc on trouve pas mal de mentions de ses visites en forêt. Dans les mémoires de la comtesse de Boigne, il avait cette particularité de faire des visites souvent en forêt de Fontainebleau, en forêt d'Eu aussi, mais en forêt d'Eu, donc il était souvent que pour les congés. Et le clou, on pourrait dire, de cette pratique, ça a été la visite de Victoria, puisque en septembre 1843, donc, il a organisé 2 visites en forêt d'Eu, toujours pareil, en char à banc et en calèche. Et on sait qu'effectivement, ces visites se sont conclues par l'entente cordiale. Grâce au tableau de Karl Girardet, on sait que c'est exactement à cet endroit que Louis-Philippe a organisé le repas avec la reine Victoria. Alors cet endroit est intéressant à plus d'un titre parce qu'on se rend compte surtout que Louis-Philippe avait un sens du paysage puisqu'il a choisi un des plus beaux panoramas de la région. Alors cette vision, cette pratique bourgeoise et touristique, on pourrait dire, de la forêt, on la retrouve aussi au niveau des équipements. Par exemple, lorsqu'on consulte les archives,
on voit que Louis-Philippe, a projeté pas mal de routes qu'il appelait des routes d'agrément. Souvent, donc, on faisait des routes pour exploiter les bois, on faisait des routes justement pour la chasse à courre. Eh bien, on voit sur les plans routes d'agrément, notamment la route Clémentine qui est près du château d'Eu, et c'était quand même des dépenses considérables. Dans ces équipements, on pourrait dire d'agrément, il avait aussi fait poser pas mal de poteaux. Alors à l'époque, les poteaux, ils étaient en chêne, peints en vert avec des ailes blanches. Et là, c'est pareil, c'était très clairement pour que les gens donc, puissent se promener et trouvent des directions en forêt. Donc pour toutes ces raisons-là, on pourrait dire que Louis-Philippe est un petit peu un précurseur de l'usage d'accueil de la forêt. Et on retrouve, ce souci de garder les vieux peuplements, on pourrait dire ce souci de la beauté esthétique de la forêt, en forêt d'Eu, avant Fontainebleau. DoncEu a été précurseur, parce que dans l'aménagement de 1825, il demande très clairement à ses forestiers de conserver des peuplements de hêtres dans un canton non loin d'ici qui s'appelle la Tête de Biche. Et ça, c'est aussi très novateur pour l'époque. Toujours dans sa volonté d'ouvrir la forêt au public et surtout rendre plus agréable la promenade, le roi Louis-Philippe, en 1845, a décidé de faire ériger cette stèle en l'honneur de sa sœur bien-aimée, Adélaïde. En 1873, les Orléans ont récupéré les biens et les domaines qui avaient été confisqués sous le Second Empire. Et à ce moment-là, le duc d'Aumale devient propriétaire et gestionnaire du domaine d'Aumale, comme c'est écrit sur la plaque de la maison forestière. Et c'est quelqu'un qui s'intéressait particulièrement à la gestion des forêts et qui a mis en œuvre pas mal de mesures pour améliorer cette gestion. Et notamment, à son instigation, il y a beaucoup de maisons forestières qui ont été édifiées. Il y a des poteaux en fonte des maisons forestières comme celle-ci, qui portent dans leurs murs des tirants HO Henri d'Orléans, des armes que l'on retrouve d'ailleurs dans les plaques de cheminée. Et c'est aussi à cette époque et un peu plus tard, puisque leur installation s'échelonne de 1876 à 1900, qu'ont été installés en forêt d'Eu les poteaux en fonte, au nombre de 28 poteaux. Le plus ancien étant le poteau Maître Jean. Et le poteau Maître Jean est intéressant parce que dans la toponymie, c'est la première fois qu'apparaît, on pourrait dire, un membre de la famille d'Orléans. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve le nom des Orléans dans la plaque de la maison. Alors, à mon humble avis, c'est parce qu'effectivement, là, on est au plus loin du château. On est à 40 km exactement, par les routes forestières. Et c'est un petit peu, on pourrait dire, les limites du domaine des Orléans en Basse-Forêt d'Eu.